Donc la séance de cet après-midi consacrée plus particulièrement à la question des Juifs d'Algérie, ou algériens bien sûr. Je pense que les deux orateurs qui me suivront peut-être préciseront davantage cette notion de Juifs d'Algérie ou Juifs algériens, parce qu'en soi, ça nécessite bien sûr un débat, ça nécessite une discussion. Simplement vous dire que de mon côté, quand j'ai commencé à travailler sur le plan académique, sur l'histoire des Juifs d'Algérie au début des années 2000, dans l'ouvrage que j'avais publié qui s'appelait Les Trois Exils, qui a été publié en 2006, que j'avais fait d'ailleurs avec Nicole Lapierre, qui était là ce matin, il y avait très peu, dans le fond, de chercheurs à cette époque-là, il y a une quinzaine d'années, très peu de chercheurs qui, véritablement, s'étaient attelés à explorer, par le biais des archives, des témoignages ou autres, l'histoire des Juifs d'Algérie. Ça restait un territoire quand même relativement vierge, inconnu, enfin... Et on avait dans cette absence, presque dans ce non-lieu de mémoire, une explication possible. Cette explication de ce non-lieu de mémoire, selon moi bien sûr, c'est le fait que les Juifs d'Algérie, notamment pendant la guerre d'indépendance et après, s'étaient fondus dans ce qu'on appelait la masse des pieds noirs. C'est-à-dire que lorsqu'ils arrivent en France, dans leur immense majorité, notamment dans les années 61, 62, 63, etc. Dans le fond, leur histoire singulière, celle de Juifs d'Algérie, n'est pas véritablement sur le devant de la scène culturelle, politique ou autre, on le sait, avec l'exemple le plus fameux, le plus célèbre étant naturellement celui d'Enrico Macias, devenu le chanteur des Pieds Noirs, et non pas des Juifs d'Algérie, bien sûr. Et donc, on a par conséquent eu pendant très longtemps ce non-lieu de mémoire des Juifs algériens ou Juifs d'Algérie, précisément parce qu'il y avait eu l'œuvre d'assimilation culturelle qui avait été très profondément mise en œuvre, grosso modo depuis le décret Crémieux et après, qui fait que les Juifs d'Algérie se vivaient essentiellement comme des Français d'Algérie, fondamentalement, et c'était, disons, quelque chose d'admis. Quelque chose qu'on pouvait, disons, lire un petit peu partout, etc. Et puis, on sait que progressivement, notamment à partir des années 90, par l'intermédiaire des jeunes ou des petits-enfants issus, disons, de ces Juifs d'Algérie arrivant dans les années 60, eh bien, par l'intermédiaire de ces étudiants, de ces jeunes, etc., eh bien, on s'est aperçu qu'ils n'étaient pas simplement que des pieds noirs, entre guillemets, mais qu'ils avaient une histoire particulière et singulière, et qui était une histoire ancestrale, liée à la terre algérienne, des siècles d'appartenance, et qui n'était pas réductible à l'histoire française, à l'histoire de la colonisation. Et dans le fond, cette redécouverte, disons, d'une singularité algérienne à l'intérieur, disons, du monde européen, dans le fond est récente. C'est pas quelque chose, disons, qui a été donné dans les années 60, par exemple. Ayant vécu moi-même, comme enfant âgé de 12 ans, cette histoire, il est évident que lorsqu'on est arrivé en France en provenance directe de Constantine, en 62, on se vivait effectivement comme des Français d'Algérie, mais il y avait quand même ce sentiment très particulier d'être pas tout à fait des pieds noirs comme les autres, notamment dans le rapport à la religion, la pratique religieuse, notamment aussi, bien sûr, sur des tas d'autres choses qui est, pour ce qui concerne les Juifs de Constantine particulièrement, le parler arabe à la maison, qui était quand même très développé. Chose qui m'a surpris d'ailleurs par rapport aux Juifs qui venaient d'Alger et d'Oran, qui ne parlaient pas du tout l'arabe. Et là, j'étais très étonné parce que moi, ce n'était pas du tout le cas. Par exemple, chez moi, à Constantine, il y avait, disons, le parler arabe qui était courant et quotidien à l'intérieur de la famille comme à l'extérieur de la famille. Bref, la différenciation qui va s'opérer avec cette histoire exclusivement pieds noirs, eh bien, elle est dans le fond récente et elle est due notamment à des jeunes générations de chercheurs qui sont arrivés dans le monde académique, qui sont ici présents à cette tribune. Et c'est pour ça que c'est très important de leur donner la parole ensuite, parce que je crois qu'à ma connaissance, ils ne sont pas nés en Algérie. Enfin bon, ils n'ont pas vécu, disons, cette histoire de l'intérieur à travers les blessures, les déchirures, etc. Et ils sont donc, par conséquent, concernés par cette histoire sur un biais qui est celui, disons, de la recherche scientifique, académique, etc. Alors ça, c'est la première chose que je voulais dire rapidement dans cette introduction, c'est-à-dire le fait de faire apparaître une singularité dans cette histoire des Européens d'Algérie, une histoire très particulière qui est l'histoire des Juifs algériens. La deuxième singularité très rapide, c'est qu'à l'intérieur de ce monde
des Juifs d'Algérie, des Juifs algériens, eh bien, il y avait effectivement des séparations, des clivages, des conflits politiques et idéologiques qui ont été effacés et gommés dans des reconstructions mythologisées d'histoire. En fait, il y avait effectivement, et on le sait notamment par les travaux qui ont été faits sur la question des Juifs communistes ou autres, en particulier par Pierre-Jean Le Foll-Luciani, qu'il y avait il y avait des Juifs qui étaient militants du Parti communiste algérien. Moi, personnellement, j'en ai connu aussi, étant enfant à Constantine, évidemment. Bon, il y avait la famille sportive, il y avait des tas de gens comme ça, que moi je connaissais, y compris dans ma propre famille. J'avais un cousin qui était très très engagé, un cousin germain, qui est vieux maintenant, qui a 80 ans, mais qui était très engagé dans les rangs du Parti communiste. Donc, par conséquent, il y avait effectivement des gens qui étaient très à gauche à l'intérieur de cet univers très particulier. Tout le mérite, précisément, des chercheurs qu'on va entendre maintenant, c'est d'avoir aussi dégagé, disons, cette particularité, cette singularité, cette deuxième singularité, qui est le fait qu'il n'y avait pas d'homogénéité, disons, de Juifs d'Algérie en faveur de l'Algérie française, de manière homogène, univoque, sans débat, sans discussion, etc. C'était pas évident, c'était pas sûr, c'était pas vrai. Et en remontant, bien sûr, dans les travaux historiques, on s'est aperçu, bien sûr, que non seulement c'était pas vrai, mais il y avait aussi des causes communes, pour prendre l'expression utilisée ce matin, notamment par la présence de Juifs d'Algérie avec des musulmans, comme on disait, je prends le langage de l'époque, dans des cellules du Parti communiste, et notamment à Constantine, des gens comme Kateb Yassine, qui ont été membres, disons, avec des Juifs de Constantine, militants du Parti communiste. Donc une deuxième grande singularité, c'est l'apparition, disons, d'une histoire, à l'intérieur d'une histoire très singulière, qui est celle de Juifs qui étaient anticolonialistes, pour des tas de raisons, je ne m'attardais pas, parce que ça va être le sens de la communication, mais cette deuxième singularité est quand même très importante à signaler. Ce n'était pas une homogénéité. Et enfin, une troisième singularité que je voudrais souligner rapidement dans cette introduction, c'est qu'une des grandes motivations, et là je fais appel à des souvenirs plus personnels qui m'ont été transmis notamment par mon père, c'est qu'une des grandes particularités de l'engagement à gauche, même à l'extrême gauche, de ces Juifs d'Algérie, c'était l'antisémitisme européen, qu'on a oublié aujourd'hui. Moi, c'est le souvenir très personnel que je livre ici, j'en profite, de mon père, qui, lorsqu'il arrive sur la fin de sa vie, me dit qu'à Constantine, dans les années 30, avec le peintre Atlan en particulier, qui était son ami personnel au lycée, à Constantine, eh bien, ils étaient engagés dans les rangs trotskistes de l'extrême gauche. Et Maurice Nadeau, d'ailleurs, en fait état dans ses mémoires. Ça m'a surpris parce que j'ai découvert ça après la mort de mon père, ce qui était quand même assez saisissant. Et donc, il y avait effectivement, disons, des jeunes juifs de l'époque des années 30 qui se sont engagés contre l'antisémitisme européen, qui était très puissant dans l'Algérie coloniale, très très important, et en particulier dans une ville comme Constantine Morino, qui avait un journal qui s'appelait l'Anti-Juif, tout simplement. Je veux dire, c'était clair au moins, il n'y avait pas d'ambiguïté, voilà. Mais aussi le fait, et on l'a oublié aujourd'hui, que Drummond, dont on parle beaucoup aujourd'hui, était député d'Alger. Et ça, c'est fondamental quand même. Il était porté par une clientèle électorale européenne qui était quand même majoritairement et puissamment antisémite. Je veux dire, c'est ça qui était quand même très puissant dans cette histoire de l'Algérie coloniale et qu'on a là aussi oublié aujourd'hui. Qu'on a aussi oublié pour des tas de raisons liées à l'actualité, dans le rapport qu'aujourd'hui le monde juif entretient avec le monde musulman. On a oublié en fait qu'il y avait des causes communes qui s'étaient formées, forgées, formulées, en particulier contre cet antisémitisme européen qui était très puissant et qui a provoqué l'entrée en politique de beaucoup de jeunes juifs, dans les rangs, bien sûr, du Parti communiste, mais aussi de l'aile gauche de la SFIO, ce qu'on pourrait presque appeler l'aile pivertiste de la SFIO, etc. Donc voilà une autre grande singularité qu'on a aujourd'hui passée sous silence, qui est la puissance de l'antisémitisme européen qui va s'exprimer dans les années de Vichy par l'abrogation immédiate, bien sûr, du décret Crémieux. C'était une des premières grandes mesures de Pétain, c'est l'abrogation du décret Crémieux, et qui va, là aussi, jouer un immense rôle dans l'engagement que vont avoir les Juifs d'Algérie
d'Algérie, à gauche notamment. On le sait, le débarquement de 1942, etc. etc. Je ne peux pas tout détailler, tout dire, etc. Donc voilà 3 points importants, disons, qui expliquent aussi peut-être, en grande partie aussi, cette espèce de non-lieu de mémoire des Juifs d'Algérie, sur ce problème, disons, de l'appartenance à un univers européen homogène, ce problème d'une singularité absente des Juifs, entre guillemets, de gauche, et qui se sont liés aux nationalistes algériens pour certains. Je pense en particulier, notamment avant 1954, à la personnalité de Messali, qui était liée avec beaucoup de personnalités de gauche, notamment des gens de la LICA, comme Bernard Lecache, qui était lié à Messali Hadj. C'est des choses qui sont peu connues, qu'un jour il faudra écrire. Et puis enfin, bien sûr, disons, cet antisémitisme européen qu'on a là aussi complètement passé sous silence, qu'on a complètement oublié, parce qu'il a été effacé par, disons, la guerre d'indépendance algérienne. Mais les Juifs d'Algérie, pendant cette guerre, eux, n'ont pas oublié ça. Parce que pour la grande majorité d'entre eux, ils se sont méfiés des dirigeants les plus ultras de l'Algérie française, même si eux-mêmes étaient en faveur de l'Algérie française majoritairement, mais ils ne voulaient pas, disons, se lier à ces dirigeants par souvenir de cet antisémitisme européen très puissant qui s'est exprimé notamment pendant la période de Vichy et notamment dans des villes comme Oran, où il y avait un antisémitisme extrêmement virulent. Ce qui fait que leur méfiance a été très très grande à l'égard, disons, de ces militants qui vont, pour une grande partie d'entre eux, terminer à l'OS, comme on le sait, dans les années 61-62. Alors évidemment, ça n'enlève pas le problème que je soulève pas là, dans cette courte introduction, qui est le rapport des Juifs d'Algérie avec les nationalistes algériens, c'est-à-dire le problème du nationalisme algérien. Et ça aussi, c'est une question sur laquelle il faudra revenir, sur laquelle j'ai travaillé moi, pas mal, notamment dans les biographies que j'ai pu établir de Messali Hadj ou de Ferhat Abbas, qui étaient surtout Ferhat Abbas, qui était un dirigeant politique très connu et qui était très lié aux dirigeants de la communauté juive d'Algérie. Ça, je le raconte dans mon livre. Mais c'est encore là aussi un point sur lequel il faudrait discuter, revenir sur ce problème du rapport au nationalisme algérien, de ce choix, de ce dilemme qui avait été posé, disons, aux Juifs d'Algérie, notamment après 1945, après les massacres de Sétif. Donc il y a eu ce problème du choix, qui était soit le choix de l'Algérie française ou le choix, disons, de l'indépendance. On sait qu'une majorité, disons, des Juifs d'Algérie avait opté pour l'Algérie française, mais l'histoire ne doit pas oublier ceux qui, précisément, avaient fait l'autre choix, c'est-à-dire le choix de l'indépendance, le choix de l'appartenance à la nation algérienne. Et ça, c'est fondamental, bien sûr, à raconter aujourd'hui, à transmettre aujourd'hui pour les jeunes générations. Voilà, très rapidement, cette très, très courte introduction. Et donc, je vais céder la parole à Pierre-Jean Le Foll-Luciani, qui est chercheur associé à l'université de Rennes 2 et qui a beaucoup travaillé sur cette histoire des années 30 jusqu'en 1965, c'est-à-dire jusqu'au coup d'État de Boumedienne en 1965. Il a énormément publié, énormément travaillé, fait sa thèse, disons, sur cette question-là. Et ensuite, disons, on passera la parole à la personne qui est juste à côté de moi, qui est Jessica Hammerman, qui est professeure à l'Université d'Oregon, qui évoquera aussi cette question des Juifs, notamment pendant la guerre, sur la question de la torture, etc. Voilà, je leur laisse la parole. Alors, il y a 2 possibilités. Soit ils font l'intégralité de leur intervention de 45 minutes, chacun, et ça nous fait 2 conférences, en fait. Soit peut-être des interventions de 30 minutes, qui permettraient peut-être, je ne sais pas, moi je ne peux pas me faire pression là-dessus, et qui permettraient d'avoir, disons, un échange avec la salle. Voilà, je vous laisse la parole. Merci. Bon, en ce qui me concerne, je ne suis pas suffisamment à l'aise pour réduire de 15 minutes mon intervention au pied levé, donc vous allez avoir droit à 45 minutes d'intervention que je vais essayer de rendre quand même relativement vivante. Je remercie Benjamin Stora pour son introduction. Il a déjà soulevé un certain nombre des points sur lesquels je vais revenir. Et je remercie beaucoup le MAJ pour cette invitation à ce colloque. Alors, pour vous situer un petit peu mon travail, c'est les recherches que je vais présenter ici, elles ont débuté au milieu des années 2000. Quand j'étais étudiant en histoire. Elles ont donné lieu à une thèse qui a été soutenue en 2013, puis à la publication de 2 ouvrages que vous avez ici. À gauche, un livre d'entretien avec l'un de ces militants anticolonialistes juifs algériens, William Sportis, et à droite, ma thèse, donc publiée en 2015 aux presses universitaires de Rennes. Alors,
étudier les Juives et les Juifs d'Algérie qui ont participé au mouvement anticolonialiste algérien, c'est étudier des engagements très minoritaires. Alors, la masse des Juifs d'Algérie ne se sont pas engagés politiquement, ni dans un camp, ni dans l'autre, comme la masse d'ailleurs des individus, de manière générale. Mais il faut souligner que cet engagement anticolonialiste est très minoritaire. Si on doit le chiffrer à peu près, sur 140 000 environ Juifs d'Algérie Juifs qui résidaient en Algérie en 1954, on peut considérer qu'il y a quelques centaines de Juifs, je ne peux pas être beaucoup plus précis, qui ont participé au mouvement anticolonialiste algérien de diverses manières. On va retrouver un peu des choses qu'on a vues ce matin, la distinction entre ceux qu'on va appeler les libéraux, plutôt de classe moyenne, profession libérale, un engagement progressiste, égalitariste, et puis d'autre part ceux qu'on peut nommer les radicaux, en général venus du mouvement communiste. Moi, je me suis davantage intéressé aux radicaux parce que, notamment, c'est ceux dont j'ai retrouvé la trace pour pouvoir les interroger. Je me suis intéressé aussi aux libéraux, mais davantage à partir de documents d'archives et très peu à partir d'entretiens. Alors, quelques centaines d'individus, des engagements divers qui, pour vous donner une idée du panel, vont de la rédaction d'un poème anticolonialiste ou d'un poème patriotique algérien à la fabrication de bombes pour le FLN durant la guerre d'indépendance. Moi, je vais surtout parler ici des radicaux, je le disais. Alors, ce sont des femmes et des hommes plutôt jeunes lorsqu'ils s'engagent. Très majoritairement, ils sont nés entre le début des années 1920 et le milieu des années 1930. Ils ont commencé à militer dans les années 40, et évidemment, ce n'est pas anodin de le signaler. Ils ont ensuite poursuivi leur militantisme pendant la guerre d'indépendance, et pour une partie d'entre eux, ils ont vécu en Algérie indépendante, qu'ils ont quitté pour la plupart à la fin des années 60 ou au début des années 1970, même si quelques-uns sont restés jusqu'aux années 1990, c'est-à-dire jusqu'à la décennie noire. Alors, quand on donne ces quelques données, on voit qu'il y a un poids numérique et un poids politique très réduit dans l'histoire du mouvement anticolonialiste algérien, mais évidemment, s'intéresser à ces militants présente plusieurs intérêts. J'en distinguerai trois qui, moi, m'ont semblé essentiels. La première chose, c'est que ces individus n'entrent pas dans les cases, disons, des grands récits de la colonisation et de la décolonisation. Et du coup, il est intéressant de les étudier pour saisir comment des structures sociales, des déterminations sociales, des assignations aussi sociales peuvent être mises à l'épreuve par des engagements politiques, même dans une société aussi partitionnée, aussi hiérarchisée que la société coloniale algérienne. Puisque dans sa complexité, la société coloniale, elle a aussi produit des êtres humains et des situations qui bousculaient la grande dichotomie colonisé, colonisateur. Et c'est le cas de ces militants juifs, comme d'ailleurs de militants français d'Algérie non juifs, qui n'avaient pas le statut de colonisé, qui bénéficiaient à divers titres de la situation coloniale parce qu'ils étaient citoyens français, mais qui ont, pour beaucoup d'entre eux, engagé leur vie pour défaire la domination coloniale, pour abattre la domination coloniale. Et ça, ce sont des trajectoires qui méritent élucidation, je dirais. Deuxième grand intérêt, ces individus permettent d'interroger, je dirais de manière générale, les dynamiques identitaires et l'articulation entre dynamique identitaire et engagement politique. Parce que la situation historique, la situation identitaire des Juifs d'Algérie est singulière, comme l'a rappelé Benjamin Stora, et la leur est encore plus singulière en tant que militants anticolonialistes. Alors, très rapidement, ce qu'il faut signaler, c'est qu'à la différence des Européens d'Algérie, les Juifs sont des autochtones, alors d'origines diverses, à la présence plus ou moins ancienne, mais des racines profondes, une population qui est aussi largement arabisée à l'arrivée des Français, au début de la conquête française. Bon, les autorités françaises les nomment juifs indigènes lorsqu'ils arrivent au début du XIXe siècle. Mais la grande particularité de cette histoire des Juifs d'Algérie, c'est que c'est l'un des très rares groupes de colonisés à avoir été citoyens en bloc. C'est quasi unique dans l'histoire des impérialismes coloniaux en général, et notamment de l'impérialisme français, avec le décret Crémieux de 1870. À cette date, à partir de 1870, ils basculent juridiquement, c'est-à-dire au niveau de leur statut, du côté des colonisateurs. Et ça va avoir un impact très important dans tous les domaines de leur existence. Juste deux domaines essentiels. D'abord la scolarisation.
la scolarisation obligatoire à partir des années 1880, qui va ouvrir des possibilités d'ascension sociale, et puis progressivement aussi des possibilités d'accès au pouvoir politique, qui restent largement fermées aux autres indigènes, c'est-à-dire aux musulmans. Et puis, par ailleurs, les Juifs d'Algérie vont s'engager dans un processus qu'on va nommer de francisation culturelle, processus qui n'a rien de linéaire, j'y reviendrai, mais qui est quand même un processus massif et essentiel. Donc le décret Crémieux va créer une situation juridique et identitaire particulière qui rend les engagements anticolonialistes de Juifs d'autant plus intéressants, puisque leurs engagements, finalement, ils questionnent la trajectoire historique des Juifs d'Algérie. Ils mettent à l'épreuve cette trajectoire historique, et notamment la question des rapports qu'entretiennent les Juifs d'Algérie au grand pôle d'identification auquel ils peuvent se rattacher, la francité d'une part, la judéité d'autre part, et puis ce qu'on peut appeler l'algérianité ou l'arabo-berbérité, autant d'identifications ou de pôles d'identification qui sont potentiellement mouvants. Troisième grand intérêt, c'est que ces engagements vont fournir un éclairage à contre-courant sur la question des relations judéo-musulmanes au XXe siècle, qui est une question qui est trop souvent abordée sous l'angle des tensions et de la dégradation, du fait notamment du poids de la question palestinienne. S'intéresser à ces individus, ça permet de faire un pas de côté et de proposer un regard un petit peu différent. Alors, ce travail de recherche, je l'ai dit, je l'ai mené d'abord à partir d'un travail classique d'archives, les archives de l'administration française, des services de renseignement, de la justice, de la police, de l'armée, etc. Et puis l'étude de toute la documentation politique, tracts, presse. Mais ma volonté dès le départ, pour saisir au plus près les trajectoires de ces militants, c'était de recueillir la parole d'anciens militants, de les interroger sur leur existence et puis de récolter auprès d'eux des documents privés, notamment des photographies et des archives privées. Puisque, évidemment, leurs paroles, leurs documents pouvaient fournir des éclairages qui n'étaient pas du tout présents dans les archives, je dirais, étatiques, dans les archives administratives. À partir de ça, j'ai mené un travail à la loupe sur ces individus. Avec les entretiens, j'ai pu vraiment suivre de très près, en croisant archives et sources orales, la trajectoire de 45 individus, depuis leur naissance jusqu'à leur départ d'Algérie, en général dans les années 60, et avec la volonté d'analyser, de restituer leur parcours. Alors, je le disais, ce sont des trajectoires marginales et radicales qui, pour en revenir à la thématique de notre journée, pourraient sembler déconnectées de la trajectoire de leur communauté d'origine. Mais ce que je vais montrer ici, c'est que l'étude de leur parcours, même si ça n'est pas simple, indique que leur vécu de juif est fortement intervenu dans leurs engagements, à plusieurs titres, je dirais dans la temporalité de leurs engagements, dans la chronologie de ces engagements, dans les modalités de ces engagements et dans la formulation publique de leurs engagements, formulation publique et formulation aussi a posteriori, c'est-à-dire dans leur récit mémoriel. Alors ce que je vous propose, c'est de développer l'étude de ces trajectoires à partir de photographies que j'ai récoltées auprès de ces témoins issus d'archives familiales. On va commencer tout de suite par Constantine. On est ici vers 1920. On est dans une photographie familiale classique de cette époque. On est donc dans l'est de l'Algérie. Et c'est une photo qui est très intéressante parce qu'elle permet, disons, de rendre compte de la complexité des trajectoires socio-économiques, des trajectoires socio-culturelles des familles juives à la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle. Je vais commencer par les femmes qui sont donc assises au centre de la photographie. On a ici donc la mère et la tante des enfants qui sont présents sur la photo. On le voit, elles sont vêtues, comme disaient les Français d'Algérie, elles sont vêtues à l'indigène, c'est-à-dire qu'elles sont vêtues avec le vêtement local porté par les femmes juives. Ce sont des femmes qui ne parlent pas français, qui s'expriment donc quotidiennement en arabe, bien qu'elles soient nées 15 ans après le décret Crémieux. 15 ans après le décret Crémieux, ça veut dire qu'elles sont nées aussi après les lois de scolarisation obligatoire, mais elles n'ont pas été scolarisées. Elles portent par ailleurs des prénoms soit arabes, soit hébraïques. Le père, qui est debout au centre, lui, vous le voyez, il est vêtu à l'européenne. Là aussi, c'est classique, la distinction entre hommes et femmes de ce point de vue. C'est un homme qui est trilingue. Sa langue maternelle est l'arabe. Et puis, il a connu une double scolarisation, école juive, où il a appris l'hébreu, et puis école française. Mais deux éléments intéressants. Le premier, c'est qu'il est entré tard à l'école française parce que son père ne voulait pas qu'il aille à l'école française. Réaction qui existait, alors, réaction minoritaire chez les juifs, mais qui existait beaucoup plus massivement chez les musulmans d'Algérie au XIXe siècle. Par ailleurs,
c'est un individu, donc cet homme Sportis, qui était commerçant au départ en cuir local, c'est-à-dire production artisanale locale, et qui a dû cesser son commerce parce que le cuir local était concurrencé par les produits qui arrivaient de métropole. Donc il a été, si vous voulez, victime de l'économie coloniale à sa façon, hein, comme beaucoup d'artisans et de commerçants musulmans de sa génération. Mais à la différence des commerçants et des artisans musulmans, il avait des ressources pour faire face, puisqu'il avait été scolarisé. Ayant été scolarisé, il pouvait avoir accès à de nouvelles professions. Il est devenu comptable. Alors, il travaillait essentiellement pour des commerçants juifs et des commerçants musulmans. Mais on voit ici l'apparition, je dirais, d'une nouvelle couche moyenne parmi les juifs d'Algérie au début du XXe siècle. Cette sortie des professions dites traditionnelles chez les juifs d'Algérie, elle s'accompagne aussi d'une sortie des quartiers anciens, quartiers juifs, quartiers judéo-musulmans de Constantine. Cette famille va s'installer dans une cité HBM qui se construit en périphérie de Constantine. Ce qu'on voit à travers le père, la mère et la tante, c'est que c'est une histoire qui permet quand même de remettre en cause l'idée d'une francisation qui aurait été rapide, linéaire, unanimement souhaitée par les juifs d'Algérie. Dans le détail, c'est plus complexe que ça. J'en viens aux enfants maintenant. Alors les enfants, eux, ils sont bilingues. Ils sont élevés dans la langue arabe par leur mère, et puis dans la langue française par leur père. Ils portent des prénoms français, ce qui va être le cas de la majorité des juifs d'Algérie nés dans l'entre-deux-guerres. Plusieurs d'entre eux accèdent à des emplois de la fonction publique, donc ils deviennent des fonctionnaires français, instituteurs, trésors publics, etc. Et puis là, c'est une singularité, cette famille, tous vont s'engager plus ou moins fortement dans le mouvement communiste algérien. Alors dans le mouvement communiste, mais avec une composante anticolonialiste forte dans leur engagement. Ils suivent en ce sens l'exemple de l'aîné que vous avez en haut à gauche, Lucien Sportis, là vous l'avez à l'âge adulte. Alors Lucien Sportis est né en 1905, c'est un peu c'est un militant qui va être cité en modèle dans les entretiens que j'ai pu faire, un peu un pionnier si on veut de cet engagement anticolonialiste. Né en 1905, devenu instituteur au début des années 1920, et qui va être un militant important du Parti communiste algérien, et notamment un militant syndical qui tourne son travail vers l'organisation des ouvriers agricoles algériens, musulmans. Il est emprisonné à plusieurs reprises, victime, disons, de plusieurs mesures répressives au début des années 30, révoqué de son métier d'instituteur, et finalement expulsé vers la France en 1936. Et il rentrera dans la résistance en France. Il sera abattu par la milice à Lyon en 1944. Ses frères et sœurs continueront l'engagement. Et puis là, vous les voyez, à l'indépendance de l'Algérie, à Alger, en 1963. Sa sœur, ses deux frères et sa belle-sœur qui sont visiblement ici heureux dans ces premiers mois de l'Algérie indépendante. Deuxième famille. Alors on change complètement de décor. On change, je dirais, on est dans l'autre extrême géographique. Déjà, on est à Oran, dans l'ouest de l'Algérie. Et puis l'autre extrême culturel, socio-économique, qui témoigne de la grande diversité interne à cette population juive d'Algérie. Alors on est ici en 1942, à proximité d'Oran. La famille qui est présente ici, alors les femmes, et puis un homme, c'est la famille Ben Amara, qui est entourée de soldats américains. Donc on est juste après le débarquement anglo-américain en Afrique du Nord. En fait, cette famille a reçu sur son domaine des soldats qui ont installé un cantonnement, et ces soldats donnent un bal pour remercier cette famille. Alors, vous voyez les robes de ces jeunes femmes particulièrement. C'est ici une des rares familles de colons juifs. Alors j'emploie le terme colon dans le sens de propriétaires terriens, de grands domaines agricoles, de grands domaines qui se sont installés sur des terres qui appartenaient à des musulmans avant la colonisation. Alors c'est très rare la propriété terrienne, surtout la grande propriété terrienne chez les juifs d'Algérie, puisqu'ils en sont largement exclus, d'abord d'ailleurs de manière légale, jusqu'à la Première Guerre mondiale, par décret. Et puis tacitement, les juifs d'Algérie sont exclus de la propriété terrienne. Alors, ce qui montre qu'ils ont un statut quand même à part dans le statut des colonisateurs, dans le groupe des colonisateurs français. Alors, ces Ben Amara, ce sont des viticulteurs très aisés, très européanisés,
Bon, d'ailleurs, il y a une partie de la branche familiale qui est originaire d'Alsace et de Sarre, les autres étant des Marocains et des Algériens. Très européanisée, mais en même temps, c'est une famille qui va vivre essentiellement dans un milieu juif. Ils font du vin cachère, et même du champagne cachère, dit-on, donc évidemment pour une clientèle juive. C'est une famille qui, là pour le coup, on le voit, va pas juste avoir ce statut juridique de colonisateur, mais un statut social de colonisateur. Si on regarde cette photo qui date de 1934, donc c'est, vous voyez à droite les enfants, les filles de la famille qui sont plus jeunes hein, à ce moment-là. Vous voyez l'arbre qu'on voit au milieu, qui est là comme fortuitement, mais qui va fixer l'ordre social. Fixer l'ordre social, fixer l'ordre racial aussi de l'Algérie coloniale. D'un côté la famille de colons, de l'autre côté les domestiques, qui sont des domestiques musulmans. D'un côté des enfants et des adultes souriants qui posent, et de l'autre côté des domestiques au travail, et qui ne posent pas. Bon, on est là évidemment dans un renversement aussi de la situation précoloniale. Il n'était pas pensable d'avoir des domestiques musulmans comme ça au service de familles juives avant la colonisation française. Par ailleurs, les Ben Amara vont aussi avoir des domestiques européens, y compris des domestiques d'origine métropolitaine, ce qui est presque tacitement interdit dans la société, dans la hiérarchie raciale de la société coloniale. La plus jeune des filles s'appelle Simone Ben Amara, vous la voyez ici. Alors sa chance, entre guillemets, par rapport à ses 4 sœurs plus âgées, qui ont été mariées très jeunes et qui ont été au foyer, c'est que son père est mort quand elle avait 14 ans, et finalement sa mère l'a encouragée à faire des études. Elle est devenue avocate au début des années 50 et elle défend des militants nationalistes et communistes pendant la guerre d'indépendance, tout en aidant clandestinement les maquis du FLN. Elle est condamnée à 20 ans de travaux forcés par contumace en 1957. Et on le voit, elle rompt totalement avec son identité de fille de colon. Et d'ailleurs, ça va jusqu'à, en ce qui la concerne, accompagner la nationalisation du domaine après l'indépendance de l'Algérie en 1963-1964. Alors, 2 familles. On le voit, il y a un gouffre entre ces 2 familles, les sportistes d'un côté, les Ben Amara de l'autre, un gouffre socio-économique, culturel, etc. Et du coup, il va être difficile, a priori, d'expliquer que les enfants aient suivi un même chemin politique. Mais il y a un point commun qui les rassemble. Et ce point commun, il va rassembler l'ensemble des juifs qui vont s'engager dans le mouvement anticolonialiste. C'est, on peut dire, une même expérience de ce qu'on peut nommer la condition juive en Algérie coloniale. Et un des éléments essentiels de cette condition, Benjamin Stora l'a rappelé, c'est le racisme. Le racisme anti-juif, très répandu dans la société française, européenne d'Algérie, et qui va toucher toutes les familles. Quelle que soit leur condition sociale, quel que soit leur rapport à la judéité, quel que soit leur rapport au fait d'être juifs, jamais ils ne vont être pleinement considérés comme français, et sans cesse, ils vont être ramenés à leur judéité supposée. Alors, il ne s'agit pas de dire que l'expérience de l'antisémitisme conduirait mécaniquement à un engagement politique, et particulièrement à un engagement anticolonialiste. Il ne s'agit pas non plus de réduire l'engagement de ces hommes et de ces femmes à une réaction à l'antisémitisme ou à leur judéité, parce qu'il y a bien d'autres éléments qui peuvent rentrer en ligne de compte dans leur politisation. Mais c'est clair, il est évident que leur vécu du racisme a été déterminant pour un nombre important d'entre eux. Alors, je reviens sur la temporalité des engagements. Il n'est pas anodin que la grande majorité d'entre eux ont commencé à militer dans les années 1940, c'est-à-dire à un moment où ils ne subissaient pas l'antisémitisme uniquement dans la société environnante, mais ils le subissaient aussi de la part de l'État. Cet antisémitisme d'État qui, en Algérie, dure de 1940 à 1943, à la fin 1943, ils l'ont vécu quand ils étaient enfants ou quand ils étaient adolescents, c'est-à-dire vraiment à un âge charnière dans la construction de leur rapport au monde, de leur rapport aux autres, de leur rapport à eux-mêmes aussi. Alors, les discriminations qu'ils ont subies, ça a été d'abord la perte de la citoyenneté française à travers l'abrogation du décret Crémieux et le renvoi au statut d'indigène, qui est devenu à ce moment-là le statut des Juifs d'Algérie. Et puis, bien sûr, pour ces jeunes, l'exclusion de l'école, l'exclusion aussi d'associations diverses, et puis ils voyaient leurs parents privés de leur emploi, éventuellement quand ils étaient fonctionnaires, exclus de leur logement de fonction, etc. Pour les plus âgés de ces jeunes, ils subiront aussi des discriminations dans l'armée française en 1942-43, puisqu'ils seront mobilisés dans des unités
distinguant les juifs des autres, donc dans des unités juives, privés d'armes et puis astreints à des tâches plutôt humiliantes. Alors, dans cette période de Vichy, pour une minorité active de jeunes juifs, il y a une volonté de résister face à ce climat, face à ces discriminations. La première manière de résister, ça va être de se créer, pour ces adolescentes et ces adolescents, ce qu'on peut appeler des espaces de liberté, et puis des espaces d'affirmation de soi. Premier espace d'affirmation de soi, le scoutisme. Alors le scoutisme, ici vous avez des photographies d'éclaireurs israélites en Algérie, mouvement qui va connaître une très forte augmentation de ses adhérents pendant la période de Vichy, pour plusieurs raisons. La première raison étant que les juifs sont exclus des autres mouvements scouts sous Vichy. Et donc ils vont rejoindre naturellement, je dirais, les éclaireurs israélites. Et puis d'autre part, il y a une volonté pour un certain nombre d'entre eux de se retrouver dans un mouvement où ils vont être à l'abri, en quelque sorte, des discriminations et se retrouver avec d'autres qui partagent la même condition qu'eux. Ce qui est intéressant, c'est que pour plusieurs futurs militants, communistes notamment, les éclaireurs israélites, c'est un espace d'apprentissage de l'organisation collective. Alors c'est un phénomène qu'on connaît bien pour les scouts musulmans algériens, qui ont été vraiment un lieu essentiel de formation de générations de militants nationalistes. Alors il ne s'agit pas de dire que les éclaireurs israélites ont formé des générations de communistes, mais un certain nombre d'entre eux, il y a eu un passage des éclaireurs à des mouvements politiques. Alors les deux que vous avez ici, à gauche vous avez... alors sur la photo de gauche, tout à droite, Eli Shaya, qui est originaire de Blida, qui est le fils d'une colporteuse, comme on disait, de tissu indigène, veuve, analphabète, et qui, exclu de l'école, rentre chez les éclaireurs israélites en 1941. Et puis à droite, on est cette fois à Oran, j'arrive pas à voir d'ici, bon, peu importe, Paul Boisiz, qui est présent sur cette photographie, qui est lui le fils d'un artisan, plutôt sa mère est veuve d'un artisan boulanger, bon, conditions modestes aussi, hein, et qui, lycéen, est exclu de l'école sous Vichy et pareil rentre chez les éclaireurs israélites. Tous deux seront des dirigeants des mouvements de jeunesse communistes juste après la période de Vichy. Et ils passeront avec plusieurs de leurs camarades, des éclaireurs, aux jeunesses communistes. Deuxième espace de liberté et d'affirmation de soi, les écoles juives. C'est-à-dire tout simplement les écoles de substitution mises en place par des institutions juives ou par des enseignants juifs révoqués de l'enseignement sous Vichy pour rescolariser les enfants exclus. Pour un certain nombre des témoins que j'ai rencontrés, ils affirment que ces écoles ont été des lieux importants pour eux de leur formation et surtout des lieux où ils se sont mis volontairement, comme une sorte de revanche, disent certains, à devenir de bons élèves. Et du coup à avoir des lectures qu'ils n'avaient pas auparavant, et notamment des lectures politiques. Troisième lieu d'affirmation de soi, ça va être cette fois plus spécifiquement des mouvements politiques. Alors sous Vichy ou dans l'immédiat après Vichy, c'est-à-dire dans les années 1944-1945, on peut mentionner trois mouvements. D'abord, ça va être le mouvement, disons, de résistance, celui qui conduira quelques centaines de jeunes juifs d'Algérie à participer à la préparation du débarquement allié le 8 novembre 1942. Et puis d'autre part, deux mouvements, le mouvement communiste et les mouvements sionistes. Donc là, on est dans les années 44-45. Alors ça peut paraître étonnant, mais plusieurs futurs militants anticolonialistes sont passés par le mouvement sioniste à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Sur les 45 personnes dont j'ai pu retracer la trajectoire, environ 20%, un petit peu moins, ont été sionistes juste après la guerre, puis sont devenus communistes. Alors on pourrait s'en étonner, mais le point commun, évidemment, c'est que le sionisme, il a en commun avec le communisme de proposer une alternative aux juifs, une alternative à l'identification quasi univoque de leur famille envers la France. Envers la France, la francité. Et cette identification-là, elle a été ébranlée par la période de Vichy. Et ça, c'est dit explicitement par certains témoins. Alors, dans des écrits de l'époque, et puis a posteriori, c'est-à-dire cette idée que constater que la citoyenneté française, c'est une citoyenneté précaire, qu'elle n'a pas la valeur que pouvaient leur donner leurs parents, ou qu'ils lui donnaient eux-mêmes jusqu'ici.
Donc sionisme et communisme proposent une autre alternative à l'avenir des Juifs, que ce soit en Algérie ou à l'extérieur de l'Algérie. Ce passage du sionisme au communisme, il indique bien que, je dirais, le bouillonnement politique qui anime cette minorité de jeunes Juifs juste après Vichy a à voir avec leur judéité. Et ça, on le voit aussi nettement dans le fait que dans les organisations communistes, les jeunes juifs vont être surreprésentés après la Seconde Guerre mondiale dans les organisations de jeunesse, c'est-à-dire la jeunesse communiste, puis ce qui va s'appeler l'Union de la jeunesse démocratique algérienne, et aussi les organisations d'étudiants communistes. Bon, chez les étudiants communistes d'Alger, la moitié des adhérents sont juifs. Donc une large surreprésentation. Alors, surreprésentation, ce qui n'empêche que ce n'est qu'une minorité qui va s'engager ici dans le mouvement communiste, mais on peut considérer que, je dirais, le malaise ou la révolte dont témoignent ces engagements était plus largement répandu chez les jeunes juifs de leur génération, hein, même s'il s'est, je dirais, converti, transformé en engagement politique que parmi une minorité. Cette réaction, cette réaction de quasi-rejet pour certains de cette identification à la France, elle est beaucoup plus rare dans la génération de leurs parents, chez leurs aînés, qui ont plutôt tendance, en tout cas dans ce qu'ils disent, à vivre la fin de Vichy comme un retour à l'ordre, un rétablissement de la situation antérieure, et pas comme une rupture qui ouvrirait vers un autre avenir. Alors, juste une parenthèse à ce propos, ce qu'on peut appeler cette désidentification envers la France a pu quand même toucher certains aînés juifs, y compris parmi des personnalités importantes de la communauté institutionnalisée d'Algérie. Je prendrai juste un exemple. Alors, vous avez ici, dans sa jeunesse, dans son uniforme de zouave, on est à la fin du 19e siècle, et puis dans les années plutôt 1950, à côté, Élie Gozlan, donc, qui est un juif constantinois, qui est vraiment une figure importante de la communauté institutionnalisée, surtout à partir des années 1930, qui dirige le seul journal juif d'Algérie à partir de 1934, et puis qui a été un des grands organisateurs de la solidarité communautaire sous Vichy, envers les juifs discriminés. C'est une personnalité vraiment, vraiment importante, respectée, disons. C'est quelqu'un qui, sous le Front populaire, a été un des animateurs d'un mouvement qui s'appelait lui-même mouvement de fraternité judéo-musulmane, au sein duquel des mouvements politiques anticolonialistes modérés, la Fédération des élus musulmans, l'Association des oulémas algériens, se rencontraient avec des juifs, des notables juifs, pour demander l'égalité des droits. À cette époque, il était hors de question, sous le Front populaire, de remettre en cause la souveraineté française. Eh bien, Élie Gozlan, en 1942-1943, il dit, dans des réunions publiques, il dit aussi dans ses écrits intimes, on a été rejeté, on ne peut plus se reconnaître comme français. Personnellement, je me reconnais comme autochtone, comme indigène algérien. Les musulmans ont été solidaires de nous sous Vichy, ce sont ces termes. On ne peut plus être dans la situation dans laquelle on était avant la guerre. Lui, il ne se reconnaît plus comme français. Alors, ça dure quelques temps. Probablement, cette expression un peu radicale de ce rejet de la francité va s'atténuer par la suite. Mais c'est quand même un élément très intéressant de voir que, y compris chez des personnalités importantes, respectées de la communauté juive, ce mouvement a pu exister, ce mouvement de désidentification. Ça montre quand même que ce qui se passe chez ces jeunes, cette minorité de jeunes qui m'intéresse, n'est pas aberrant au regard de la trajectoire historique des Juifs d'Algérie. Alors, ces engagements anticolonialistes, c'est quoi? C'est le Parti communiste algérien. Et donc, à partir de l'engagement de ces jeunes, finalement, leur histoire, elle se confond largement avec l'histoire du mouvement communiste algérien. Je ne vais pas revenir sur l'histoire du PCA, ni sur l'évolution de sa ligne politique, qui est assez compliquée. Mais ce qu'on peut noter comme élément important, disons, pour l'après-Seconde Guerre mondiale, qui est le moment des engagements, c'est qu'en 1946, le PCA affirme que sa priorité est l'anticolonialisme et l'inscription dans ce qu'il nomme le mouvement national algérien. Donc créer des liens avec les nationalistes et rendre prioritaire la lutte contre la domination coloniale. Ces affirmations vont s'accompagner de la revendication d'indépendance de l'Algérie, surtout en 1950-1951,
et bien sûr par la suite pendant la guerre d'indépendance. Alors, le Parti communiste algérien, son originalité, vous avez là l'organe de la jeunesse communiste en 1943-1944, la Jeune Algérie. Hein. On le voit, c'est mis en avant hein, sur le logo. C'est un parti qui va mêler les différentes populations d'Algérie. C'est le seul parti anticolonialiste à mêler des adhérents de toutes origines. Pour vous donner un chiffre, en 1954, il y a environ 12 000 adhérents au Parti communiste algérien. Et on considère qu'il y a environ la moitié de ces adhérents qui sont, entre guillemets, musulmans, l'autre moitié qui sont européens ou juifs. C'est donc le seul parti anticolonialiste à avoir dans ses rangs des non-musulmans, c'est-à-dire des citoyens français d'Algérie de plein droit, à la différence des partis nationalistes. Et puis c'est aussi un parti, le seul parti anticolonialiste où les femmes vont être nombreuses. Femmes, y compris musulmanes, hein, dans les rangs du PCA. Alors, ces quelques centaines de jeunes juifs d'Algérie qui adhèrent au PCA, après-guerre, le font sans doute avant tout par antiracisme. Alors, bien sûr, il y a l'aura de l'URSS, comme champion de la lutte, vu comme champion de la lutte anti-nazie, mais l'antiracisme, c'est vraiment un élément central, et chez beaucoup de ces jeunes, c'est un antiracisme qui va vite se lier à l'anticolonialisme. C'est-à-dire on n'est pas uniquement dans des proclamations antiracistes, mais dans une volonté de mettre fin à la colonisation pour être, disons, dans un antiracisme que ces jeunes vont estimer conséquent. Ce qu'il y a d'important dans la trajectoire des militants du PCA, c'est que, pour ces jeunes juifs notamment, l'adhésion au Parti communiste, ça va entraîner une série de transformations individuelles. Ces transformations, on peut les voir à travers quelques photographies. Ici, vous avez une manifestation de femmes, en tout cas un cortège de femmes, qui ouvre une manifestation de Docker à Oran. On est en 1950 ou 1951. Et vous avez ici mêlé dans cette manifestation des femmes dites européennes, des femmes dites juives et des femmes dites musulmanes. Le PCA, c'est un espace de transgression des barrières de la société coloniale. C'est un espace de sociabilité transgressive pour ces jeunes qui, dans leur enfance, dans leur jeunesse, fréquentaient essentiellement des juifs. Il était, pour beaucoup, presque impensable d'avoir des amis non juifs, que ce soit européens ou musulmans. Et du coup, leurs premières amitiés non juives, ça va être à l'intérieur du Parti communiste. Et c'est des amitiés qui vont parfois donner lieu à des mariages. Ici, vous avez Boualem Khalfa, qui est un dirigeant du Parti communiste algérien, et Colette Chouraki. Ils sont instituteurs tous les deux. Elle est originaire d'Alger, et donc ils se marieront après l'indépendance, hein, mais ils étaient en couple à partir des années 1950. Deuxième couple, ici, Gilbert Chemouilly, que vous avez à gauche, qui est une dactylo, et Bouali Taleb, un plombier, membre du comité central du Parti communiste algérien, qui gagnera le maquis pendant la guerre d'indépendance et qui sera tué probablement par ses frères d'armes. Ça, ces mariages, mais aussi ces amitiés judéo-musulmanes, disent les témoins, elles étaient quasiment impensables dans leur enfance. Elles étaient pensables à la génération de leurs grands-parents, par exemple, ces amitiés judéo-musulmanes. Un peu moins déjà à la génération de leurs parents, mais quasi impensables à leur génération, du fait de cette distanciation, notamment liée à la non-scolarisation de la majorité des musulmans, mais aussi au fait que les juifs quittaient de plus en plus les vieux quartiers des villes. Et il va y avoir une sorte de retour. Par exemple, ces jeunes militants communistes juifs vont fréquenter des lieux de sociabilité musulmans, Café Mort. Ils vont aussi se rendre dans des quartiers où vivent essentiellement des musulmans pour alors y distribuer de la propagande, faire des réunions politiques, etc. Donc il y a un vrai changement aussi dans l'appréhension de l'espace, pas juste dans l'appréhension des amitiés. Alors dans plusieurs témoignages que j'ai recueillis, alors bien sûr avec un peu un enchantement a posteriori, hein, mais plusieurs militants disent que c'était vraiment un bol d'air, le Parti communiste. C'était la merveille, parce que jusqu'ici on étouffait dans la société coloniale. Cette société, elle était insupportable, et là on pouvait trouver un espace nouveau. Deuxième élément important et de transformation, c'est que le PCA, ça va être un lieu dans lequel ces jeunes militants juifs vont affirmer publiquement qu'ils sont algériens. Alors, d'une part, cette affirmation, elle répond à la politique du parti. Le PCA dit « tous les habitants de l'Algérie,
quels qu'ils soient, sont des Algériens. Et donc il invite ces militants, quelles que soient leurs origines, à se dire algériens, voire à se dire patriotes algériens. Alors on peut légitimement se poser la question, hein, les militants juifs qui s'expriment publiquement en tant que patriotes algériens, est-ce qu'il n'y a pas une dose de volontarisme derrière, de suivisme par rapport aux directives du parti? Alors évidemment ça varie d'un individu à l'autre. Mais un certain nombre d'entre eux, cela semble aussi répondre chez eux, je dirais, à des sentiments personnels, à une identification envers l'Algérie colonisée, une identification qui peut se faire plus facilement pour des militants juifs que pour des militants européens. Pourquoi? Parce qu'il y a cette histoire d'enracinement au Maghreb, dont ils sont au courant, alors sans avoir lu des livres d'histoire des juifs du Maghreb, ces jeunes juifs, ils connaissent cet enracinement parce qu'ils voient leurs grands-parents, qui bien souvent ne parlent pas français. C'est déjà un indicateur important. Certains de ces militants, surtout des Constantinois, par ailleurs, maîtrisent la langue arabe, hein, qu'ils ont eu comme langue maternelle. Là aussi, ça crée un élément, disons, auquel se raccrocher quand on se dit algérien. Et puis, bien sûr, ce qui se joue à l'intérieur du parti, c'est-à-dire ces amitiés au-delà des différences d'origine, va aussi jouer dans cette construction d'une algérianité. Alors, un exemple de photographie ici de militants communistes algériens. Vous avez donc celui qui a le costume noir à droite, le deuxième en partant de la droite, qui est William Sportis, donc le plus petit de la première famille qu'on a vue, et qui est ici avec 3 militants dits musulmans hein, à Sétif, en 1946 plutôt, au sein de l'Union de la jeunesse démocratique algérienne. Alors, je vous passer un extrait vidéo d'un entretien que j'ai mené avec lui il y a quelques années, où il évoque précisément cette Union de la jeunesse démocratique algérienne et la manière dont l'algérianité, ce qu'il nomme son algérianité, s'exprimait à l'intérieur de cette organisation. Voilà les paroles. Maintenant je peux chanter. أيوبنا يا شبان أيوبنا للعمل نحن جنود الجزائر خير من العمل. Voilà exactement. Que veut dire cette chanson? Venez avec nous les jeunes, nous sommes les soldats de l'Algérie, c'est notre meilleure façon d'agir pour notre pays. Alors, nous sommes les soldats de l'Algérie. Là, on est en 46, 47. Alors, cette affirmation, évidemment, elle va être mise à l'épreuve par le déclenchement de la guerre d'indépendance algérienne en 1954. Je vais passer un petit peu vite parce qu'on m'indique que j'ai plus tellement de temps. J'avais des belles photos à vous montrer. Voilà, vous voulez voir des belles photos, dommage. Allez, on revient là-dessus. Bon, ça, c'est une photo à Paris. Puisqu'il y avait aussi des Juifs d'Algérie qui résidaient en métropole et notamment qui étaient étudiants à Paris. Et Paris, ça a été aussi un lieu, pas que Paris, Lyon, Grenoble aussi, hein, où des étudiants exilés d'Algérie, juifs, musulmans, européens, mais particulièrement juifs et musulmans, vont se reconnaître communément comme de la même terre. Et bien sûr, s'ils sont politisés, comme devant lutter pour l'avenir de cette terre. La guerre d'indépendance, je disais, va provoquer plusieurs ruptures. D'abord, une radicalisation de la position de ces militants. Une radicalisation qui est une conséquence directe du contexte de guerre. Parce qu'à ce moment-là, poursuivre son engagement anticolonialiste, c'est basculer de fait, que l'on le veuille ou non, hein, dans un camp de la guerre et être considéré par les autorités françaises comme des ennemis. 3 types d'activités pour ces militants pendant la guerre d'indépendance, des activités politiques, clandestines, au sein du Parti communiste algérien surtout, au sein du FLN pour d'autres, des activités logistiques, de soutien au maquis, soutien médical notamment, des actions armées pour un petit nombre de militants juifs, sans doute pas plus d'une dizaine.
Cela entraîne pour eux la clandestinité et bien sûr la répression. Je vous montre simplement deux dessins réalisés par Meyer Timsit au sein du camp d'internement de Lodi. On est là vers 1960. Il y a une collection de dessins comme ça, une trentaine, réalisés par Meyer Timsit, excusez-moi, qui a été, comme ses deux frères et sa sœur, victime de la répression en tant que communiste ou membre du FLN pendant la guerre d'indépendance. Deuxième rupture provoquée par la guerre, c'est que ça va être un moment où affirmer son algérianité prend un autre sens, la guerre d'indépendance, notamment quand on est devant un tribunal, notamment devant un tribunal militaire qui nous juge, où on nous accuse d'être anti-français et où il faut se prononcer nettement. Et ce que vont faire ces militants, c'est dire un tribunal français ne peut pas me juger, je suis algérien et je revendique la nationalité algérienne. Et puis la clandestinité aussi, ça va être certes à travers des jeux, des nécessités de camouflage, ça va être aussi un espace de réancrage en quelque sorte dans cette société algérienne autochtone, ce qui va passer par l'usage de pseudonymes, par exemple. Cette photographie, les deux femmes qui sont présentes, vous avez Simone, la fille de Colomb, Simone Benamara, qui est au premier rang, qui va devenir Semha, et puis vous avez derrière Gilberte, la dactylo, qui va devenir Yamina, dans la clandestinité. Deuxième exemple, William Sportis, qu'on a vu chanter tout à l'heure, qui devient Omar. Vous l'avez avec son figure de clandestin, avec son physique de clandestin, sa moustache, dans la clandestinité. Et puis lui, il va se mettre il parle l'arabe depuis qu'il est petit, mais il va se mettre à l'arabe écrit. Et donc il va rédiger, vous le voyez à gauche ici, un long tract en arabe destiné aux paysans algériens. Et puis à droite, un journal, celui du Parti communiste algérien à Constantine, qu'il intitule Le Patriote, diffusé pendant toute la durée de la guerre d'indépendance. Alors, puisque ce colloque est organisé dans le cadre d'une exposition Kaminski, évidemment, des faux papiers, ça va être aussi un élément important, c'est-à-dire quelle identité on se choisit. Et les identités qu'on choisit, bien sûr, il y a des contraintes derrière. On ne peut pas prendre le nom de n'importe qui, il faut que notre physique ou ce que la police pense de notre physique coïncide avec le nom. Là, vous avez deux dirigeants du Parti communiste algérien, musulmans tous les deux, qui, voulant se prendre une identité de citoyen français, vont choisir des noms juifs. Vous avez un Karsenti et un Ben Soussan, il me semble, Chétrit, voilà. Alors, ça nous dit quoi ? Ça nous dit pas grand-chose, c'est un jeu de clandestinité. Mais ça nous dit quand même que, finalement, ces identités rigides, on voit qu'elles sont quelque peu plastiques. Et que le physique juif peut devenir un physique musulman et vice-versa. Les militantes et les militants juifs et juives, faux papier ici, c'est Colette Chouraki, celle qui est mariée précisément avec Boualem Khalfa, qui lui se fait appeler Chétrit. Elle se fait appeler Lévi, elle se fait appeler Nathan, et c'est les noms de ses parents que vous avez sur la carte d'identité sont des noms juifs aussi. Ça nous indique quoi ? Que les juifs d'Algérie, clandestins, estiment qu'il vaut mieux prendre l'identité d'un juif plutôt que l'identité d'un français, parce que leur physique, c'est ce qu'ils me disent dans les entretiens, les faisait être identifiés comme juifs dans la société environnante. Alors vous voyez la complexité de ce qui se joue là, dans cette histoire de clandestinité et de faux papiers. Est-ce que je peux prendre 5 minutes encore ou... Ouais. Bon. Allez, une dernière. Non, je passe sur celle-là, tant pis. Voilà, dernier élément sur lequel je vais insister, mais vraiment rapidement, c'est que la guerre d'indépendance, dernière rupture, c'est un moment où la judéité va être utilisée comme une arme politique par ces militants, en tout cas par une partie d'entre eux, qui vont s'exprimer en tant que juifs, soit publiquement, soit dans des documents clandestins, pour justifier leur engagement. Et du coup, il va y avoir quelques groupes spécifiquement juifs qui vont être créés. Là, vous avez le fondateur à droite de l'un d'entre eux qui se nomme Roger Albou. Alors là, plutôt la tendance libérale, progressiste. Et puis, il va y avoir des groupes plus radicaux, proches du FLN, qui vont tous tenir le même discours. C'est parce que nous sommes juifs que nous nous engageons, puisque, 1, nous sommes des autochtones, 2, nous avons subi le racisme comme les musulmans, nous ne pouvons pas nous ranger du côté des partisans de l'Algérie française. Alors, ce discours-là, est-ce qu'il est audible dans la société environnante, dans la société juive d'Algérie? C'est évidemment compliqué de répondre à ces questions, et la radicalisation du conflit, la violence de la guerre va le rendre inaudible. Ça, c'est une évidence. Finalement, une centaine de militants resteront en Algérie indépendante,
Et une vingtaine d'entre eux deviendront, vous le voyez ici, des nationaux algériens, une vingtaine simplement, de juifs communistes ou anticolonialistes vont devenir des nationaux algériens comme Lucien Hanoun ici. Pourquoi ? Parce qu'ils sont triplement marginalisés en tant que communistes, en tant que non-musulmans, mais aussi en tant que non-arabes, dans un contexte où le nationalisme algérien va prendre une forme, disons, arabo-musulmane, exacerbée surtout après le coup d'État de 1965, donc 3 ans après l'indépendance, qui va entraîner le départ de la grande majorité de ces militants. Pour conclure, Albert Memmi, juif tunisien, en 1957, un an après l'indépendance de la Tunisie, notait dans ses carnets à propos des juifs qui s'étaient engagés pour l'indépendance de la Tunisie. Petit 1, il faut aider les Tunisiens parce que leur cause est juste. Petit 2, partir parce que cette cause n'est pas la mienne. Évidemment, la trajectoire des militants juifs, tunisiens, marocains, algériens, elle semble lui donner raison. Mais aussi, on peut préférer ne pas avoir cette vision en quelque sorte fataliste de l'histoire, puisque d'une part, les juifs qui ont participé à la lutte anticolonialiste ne se considéraient pas comme extérieurs à cette cause. Ils l'estimaient leur, et ils n'estimaient pas que leur engagement les plaçait en rupture avec les autres juifs. D'autre part, parce que cette marginalisation n'était pas écrite d'avance, elle est liée à des rapports de force de la société algérienne, dont n'ont pas eu uniquement à souffrir ces militants anticolonialistes juifs, mais dont ont eu à souffrir aussi nombre de musulmans des 3 pays. Finalement, prendre au sérieux ces trajectoires de militants, ne pas les considérer comme irréalistes, mais plutôt considérer qu'elles étaient réalistes, mais que les conditions historiques les ont rendues, on peut dire, irréalisables. Je vous remercie. Merci. Et désolé. Non, il y a pas de... Merci beaucoup. Donc ça lève un pan, bien sûr, sur cette histoire qui est très importante, qu'on découvre. C'est tout l'intérêt de votre travail maintenant depuis plusieurs années. Donc là, je vais maintenant... il y aura des questions, je pense, très importantes et qui seront posées après. Donc on va continuer donc, avec Jessica Merman sur les Juifs contre la torture en Algérie. Oui. Bonjour. Je veux commencer par remercier Lamage et Judith, Joseph, Sophie d'avoir m'invité. Je commence avec une citation et on va par Janine Kahn. Pour moi, être juif signifie qu'après tant de souffrances dans le passé, on a une obligation d'un point de vue historique à l'égard des autres peuples opprimés. Et je pense que cette citation touche nos thèmes du jour vraiment. Est-ce qu'il y avait quelque chose de spécifique dans le contexte juif qui les a poussés à s'engager de la part des autres, et surtout spécifiquement contre la torture en Algérie? Donc, au début de mes recherches approfondies sur les militants contre la torture en Algérie, j'ai remarqué qu'il y avait plusieurs juifs parmi ces militants qui ont même servi à la tête du mouvement contre la torture. Dans les 2 cas qu'on explore aujourd'hui, celui de Maurice Audin, celui de Djamil Boupacha, on connaît les brutalités qu'ils ont subies grâce à Pierre Vidal-Naquet et à Gisèle Halimi, tous les 2 juifs athées. Ce sujet m'a permis de poser plusieurs questions. Quelle a été la fonction de la torture pendant la guerre? Comment ont réagi certains intellectuels et comment est-ce qu'ils ont été motivés par leur propre identité de juifs, souvent athées? Pourquoi y a-t-il tant de juifs parmi les militants? Est-ce quelque chose de spécifique à l'histoire judéo-française qui les a motivés? Et enfin, pourquoi est-ce que les intellectuels ont choisi de témoigner, de documenter chaque acte de violence contre les victimes? Pour explorer ces questions, nous allons d'abord étudier brièvement le rôle de la torture en Algérie et je vais donner quelques explications sur les 2 comités les plus connus, le comité Audin et le comité Boupacha. Donc, commençons avec comment ça marchait, le mécanisme de torture en Algérie. Comme l'historienne Raphaël Branche nous a montré, la torture pendant les 7 années de la guerre d'Algérie était systématique et a fait partie d'un système légal légitime.
L'armée française avait des codes pour dire qu'un prisonnier avait été tué pendant la torture. Ils ont dit qu'ils s'étaient échappés. Des bourreaux ont torturé des suspects. Ils ont sacrifié la démocratie pour l'urgence. Pour l'efficacité. Sans légaliser officiellement cette pratique, les chefs de l'armée en Algérie ont cherché à en défendre l'usage. Paul Osores, le général, le commandant qui a permis la torture d'Henri Alleg, lui était juif aussi. Osores a donné l'ordre de torturer les suspects algériens en arguant du fait qu'en temps de guerre, l'urgence du danger l'emportait sur le doigt. Même si les autorités ont essayé de garder leurs actes confidentiels, petit à petit, l'information est devenue publique. Des récits et des opinions sur l'usage de la torture par l'armée ont filtré d'Algérie en France métropolitaine et finalement dans le monde entier, avant même la publication des rapports de la Croix-Rouge. Dès avant ces révélations, des soldats, des avocats, des académiciens et des journalistes ont rendu public les horribles conditions de détention des prisonniers. Et puis, je passe un petit... je commence avec Jean-Jacques Servan-Schreiber, qui était juif et il a fait l'un des pionniers du mouvement contre la torture. Dans l'Express, le magazine, il témoigne de sa propre expérience de soldat à son retour en 1957. Il décrit le quotidien des soldats et comment, placés hors de l'état de droit, ils sont faciles à manipuler. L'usage par l'armée française d'une violence arbitraire et raciste contre les civils algériens s'avère être de loin l'argument le plus efficace contre le régime colonial. Quelle que soit la manière dont beaucoup de partisans de l'Algérie française célèbrent la France porteuse de modernité et de démocratie, la pratique de la torture démontre clairement que la France, en tout cas la France qui règne en Algérie, n'est ni démocratique ni humanitaire. Je cite, « La torture me remettait en question. Ce bouleversement dépassait la raison morale ou politique », écrit Gisèle Halimi. Pour Vidal-Naquet, la torture est le cancer de la démocratie. J'ai choisi les deux cas les plus publics pour aujourd'hui. Le cas de Maurice Audin et celui de Jamila Boupacha. À la tête des deux comités militants sont deux intellectuels juifs français laïcs, donc Vidal-Naquet et Halimi. Et puis, on va commencer avec Vidal-Naquet, Pierre Vidal-Naquet. Il explique, je cite, « Dans ce début d'activisme, je me focalisais sur la torture. Il y avait pour moi une réponse d'abord personnelle. Mon père Lucien avait été torturé par le Gestapo à Marseille en mai 1944. L'idée que ces mêmes techniques étaient après l'Indochine, Madagascar, la Tunisie, le Maroc, utilisées en Algérie par des Français, policiers et militaires, me faisait proprement horreur. C'est la question de la France, ma patrie. » Fin de citation. Donc, on peut voir, sa réaction contre la torture a donc été viscérale à l'origine, avant d'entendre parler de Maurice Audin. L'existence de Vidal-Naquet, jeune spécialiste de l'Antiquité, se déroulait paisiblement, relativement loin de la politique. C'est un télégramme désespéré de Josette Audin, la femme de Maurice, qui l'a poussé à l'action. Comparer la torture en Algérie et l'affaire Dreyfus a eu sens pour lui. Parce que l'affaire Dreyfus a, à son temps, poussé les intellectuels à remettre en question l'autorité, la sincérité, l'esprit de justice de l'armée française. L'important dans l'affaire aux yeux de Vidal-Naquet est qu'elle représente un moment crucial où les intellectuels ont maintenu la République dans la voie de la morale. La leçon à en retenir, c'est qu'une mobilisation citoyenne peut maintenir un gouvernement dans le respect de ses propres valeurs. Le sort de Maurice Audin a été scellé dans la nuit du 11 juin 1957, quand un escadron de parachutistes a fait irruption chez lui à Alger, où il vivait avec sa femme et ses 3 jeunes enfants,
Le plus jeune avait juste un mois. Âgé de 25 ans, doctorant en mathématiques, Audin était membre du Parti communiste, illégal en Algérie depuis le milieu de 1955. Son crime a été d'avoir caché quelques-uns de ses amis à son domicile. Une fois arrêté, il est conduit à El Biar, une sorte de prison encore en travaux pour y être interrogé. On le force à s'allonger par terre et on jette de l'eau sur son visage, au point pratiquement de le noyer. Les tortionnaires ont attaché des électrodes à ses parties génitales. Ils l'ont battu de façon répétée et finalement l'ont fait suffoquer à mort. Peut-être accidentellement, mais on ne sait pas. D'autres prisonniers ont entendu ses cris étouffés jusqu'au petit matin. On se débarrasse de son corps. Les autorités militaires françaises prétendent qu'il a disparu. Une évasion. Vidal Naquet a exploré cette hypothèse et il a conclu que c'était faux. Et aussi, je peux dire que sa femme savait aussi. Depuis sa disparition, il y a eu un effort monumental de fait pour interroger les autorités politiques, pour leur faire reconnaître son meurtre. Dès qu'il a appris au sujet Audin, Vidal Naquet a lié son cas à celui de Dreyfus et il a appelé son mouvement l'affaire Audin. Le traitement infligé à Audin symbolise la déchéance de la République française qui torture des milliers de suspects en Algérie, en majorité des indigènes. Audin, bien qu'européen, devient le visage de ses victimes. Je crois que j'ai une citation. Bon. Audin, bien qu'européen, devient le visage de ses victimes. Son meurtre a eu écho en France. C'est précisément parce qu'il n'est pas un musulman algérien, mais un Français blanc, un intellectuel européen. Et Vidal Naquet décrit qu'il y avait des milliers d'affaires Audin. Et Laurent Chouin, l'autre juif fondateur du comité Audin, fait la même comparaison en 1957. Je cite, « Ceux qui ont protesté pour Audin n'ont pas entendu dissocier son cas des autres, faire de lui un martyr privilégié. Ils ont voulu en faire un symbole. Dreyfus aussi a été un symbole. Dans tous les cas, c'est au nom de la même raison d'État qu'on cherche à éviter la lumière. Le cas du capitaine avait mobilisé des intellectuels venant de tous les horizons politiques. Vidal Naquet et Schwartz veulent faire de même, mais pour dénoncer la torture. La réaction de Theodor Herzl à l'affaire Dreyfus avait de fonder le sionisme moderne, conçu comme un moyen d'échapper à l'injustice de l'antisémitisme présent dans toute l'Europe. Mais le républicanisme laïque est une autre des héritages de l'affaire. Et je cite, Pierre Vidal Naquet dit pour nous, le sionisme était naturellement un concept totalement étranger. Le patriotisme, l'idée que la France était le plus beau et le plus noble des pays au monde, était une part de notre héritage. L'athéisme permet à Vidal Naquet de se sentir libre de choisir ses combats, ses convictions spirituelles et ses affinités, libre de sortir des limites d'une perspective juive singulière dictée uniquement par ses origines, comme il dit. Il connaît, constate-t-il, beaucoup d'athées d'origine juive qui sont parfaitement heureux en tant qu'athées. Des années plus tard, en 1966, Vidal Naquet s'est pris à réfléchir davantage au sens à donner à son judaïsme. Mais même à cette époque, alors que parler de l'impact de la Shoah sur les Juifs le met moins mal à l'aise, il reste néanmoins ferme sur son athéisme. Pour moi, il écrit, pour moi, pendant la guerre d'Algérie, ai-je agi en tant que Juif, se demande-t-il, plutôt en tant qu'héritier de la tradition dreyfusarde. Même s'il m'arrivait de penser avec sympathie aux prophètes d'Israël et à leur exigence de justice, de temps et à contre-temps. Le 16 septembre 1958, son comité a composé un pamphlet intitulé « Nous accusons », en référence à l'article de Zola.
Quelques années après l'indépendance de l'Algérie, Vidal-Naquet se prend à interpréter le nationalisme algérien comme une lutte profondément personnelle et non pas universelle. Les musulmans d'Algérie, sous la conduite du FLN, auraient redécouvert un héritage ethnique et religieux que le colonialisme français avait effacé. Se souvenant du triomphe de l'indépendance en 1962, il estime que les Algériens ont alors célébré une renaissance musulmane, ce qui en retour le conduit à attribuer un rôle dans son propre comportement à la Shoah et à son identité juive. Mais dans les premières années de la guerre d'Algérie, c'est son attachement à une tradition républicaine française et non sa judéité qui l'a poussé à prendre la défense des victimes de l'armée. Vidal-Naquet a mal vécu l'issue de l'affaire Audin. Au moins a-t-il, avec ses amis, révélé le problème de la torture au grand public, même si cela n'a pas débouché sur une réparation comme l'avait été naguère l'acquittement de Dreyfus. Entre les défis relevés par son groupe et ceux de leurs prédécesseurs du siècle précédent, il fait ce parallèle amer. Léon Blum raconte que, c'est une citation de Vidal-Naquet, Léon Blum raconte que lorsque le petit groupe des premiers Dreyfusards avait entre ses mains non seulement les preuves de l'innocence de Dreyfus, mais le nom du véritable coupable, ils ont cru que le problème se réglerait facilement. La vérité vaincrait rapidement. Toute proportion gardée, je commis une erreur analogue. J'étais persuadé que ce texte fort déclencherait inévitablement des débats et des combats, mais il n'en fut rien. De fait, la lutte contre la torture a duré encore des années après la disparition d'Audin. La protestation de Gisèle Halimi précède le moment où la public en France a appris que les militaires se rendent coupables d'actes de torture en Algérie. Avocate, elle ne peut accorder d'une façon générale aucune valeur à des aveux obtenus de cette façon. Française confrontée au système juridique français, elle refuse toute validité juridique aux témoignages obtenus sous la torture. Ce genre d'aveu, pense-t-elle, a perverti le système judiciaire, exprime un racisme manifeste et illustre une dérive des pouvoirs spéciaux instituée par une loi de mars 1956. Enfin, féministe et écrivaine, elle fonde un comité de soutien à sa cliente, Jamila Boupacha, pour mieux révéler les abus de l'armée au grand public. À la différence de Vidal-Naquet, Halimi est issue d'une famille religieuse orthodoxe, tunisienne, naturalisée française. Elle parle couramment le judéo-arabe. Enfin, elle apprend que les femmes sont secondaires et que son père regrettait sa naissance parce qu'elle n'était pas un garçon. Et il a refusé à dire qu'il avait une fille pendant les premières 3 semaines de sa vie. D'un côté, il leur faut, par le strict respect des mitzvot, honorer Dieu qui commandait à tout. De l'autre, il est interdit aux filles et aux femmes de participer activement au culte communautaire. Dans sa jeunesse, elle s'est rebellée contre sa famille et l'autorité communautaire, même contre Dieu, elle explique dans ses mémoires. C'est cette enfance religieuse et le fait qu'elle a décidé très jeune de ne pas suivre l'enseignement oppressif de son entourage qui lui donne le courage de lutter pour les droits des femmes et d'autres opprimés. En tant que jeune avocate, elle prend donc la défense des nationalistes algériens incarcérés. Elle devient une ardente féministe. Elle lie, je cite, ce désir d'existence autonome d'une fille à la nécessité de peser en général sur notre monde, de l'orienter. Elle développe un rapport avec les jeunes Algériennes et Algériennes qu'elle défend parce qu'elle a une bonne idée de leur culture grâce à la sienne. Afin d'éviter un mariage arrangé, elle vient faire son droit à Paris à 18 ans, s'imaginant échapper à son sort de femme, de Tunisienne et de Juive. Elle idéalise la République française, universelle et censée lui donner toutes ses chances.
Dans sa France, chaque individu est un citoyen de la République, libre, jugé selon ses seuls mérites et ses seuls actes. Une vision de la France qu'elle a conservée envers et contre tout au long de sa carrière au barreau. Mais à son arrivée en France en 1949, il s'avère que l'idéal est loin de la réalité. Bien qu'elle ait déjà rejeté Dieu, être juive en France est plus compliqué qu'elle ne l'avait cru, surtout l'année 1949. Un jour, sa propre voisine, une femme âgée, lui montre un numéro d'un journal antisémite des années 30, intitulé « Je suis partout », dont elle a cerné d'un trait rouge les caricatures. Regardez ses nez et ses doigts crochus pour faire main basse sur le pays. Une vermine à écraser. Dégoûtée et honteuse, la jeune femme ne lui dit rien de ses origines, mais elle comprend qu'il y a un écart entre la France réelle et la France qu'elle s'imaginait. Tôt dans sa carrière, elle renforce son combat contre l'oppression. Dès le début de la guerre, ses premiers clients étaient les révolutionnaires algériens victimes de la torture. Sa foi dans la République, laïque et universelle, nourrit son militantisme. Alors qu'elle soutient devant Robert Lacoste, gouverneur général de l'Algérie de février 1956 à juin 1957, que les parachutistes français se comportent comme des officiers SS et que la cause du FLN est juste. Celui-ci proteste. Je cite. Regardez, c'est comme une vermine. Mais regardez ce que j'en ferai. Je les écraserai comme ça, de mon talon. Oui, de mon talon. Fin de citation. Pour sa part, ce mot vermine suggère surtout à Gisèle Halimi un parallèle entre sa voisine, pour qui les Juifs sont des insectes à écraser, et Lacoste, qui use du même langage à propos des nationalistes algériens. À ses yeux, le racisme et la torture offensent les droits humains et la civilisation. Mais en fait, elle proteste moins contre le racisme à l'encontre des musulmans et elle défend les suspects contraints d'avouer sous la torture. Elle continue son combat tout au long de la guerre. Dans ses mémoires, elle explique comment son allégeance à la France finit par être ébranlée. Je cite, aussi mes plaidoyers contre la torture sont devenus tout naturellement une succession de questions, presque des cris. J'interpelle les tribunaux. Qu'est la France? Le siècle de lumière, les droits de l'homme ou cette barbarie? Qui êtes-vous, messieurs les juges? Ce faisant, elles mettent la France en accusation, demandant aux juges quelle France ils choisissent. Des années plus tôt, elle s'était posé ces questions à elle-même et en était venue à ces conclusions. Elle était française, elle avait choisi la France des droits de l'homme. En défendant les victimes de la torture, elle estime qu'elle restaure l'image de la France et la rapproche de celle qu'elle s'en était faite dans son enfance. Le cas le plus connu qu'elle a défendu est celui d'une jeune Algérienne victime de la torture par l'armée française, Jamila Boupacha. Donc, j'explique un petit peu l'histoire de Jamila. Une nuit de février 1960, des parachutistes font irruption chez les Boupacha à Alger. Toute la famille était arrêtée, ses parents, sa sœur et son beau-frère, et Jamila elle-même, qui avait 22 ans à l'époque. Les forces de l'ordre recherchaient 2 hommes et pensaient que Jamila savait où les trouver. Le premier jour, elle subit un interrogatoire de plusieurs heures, ponctué de gifles, de coups de pied et de coups de poing au visage. Elle déclare avoir fourni des médicaments à 2 combattants du FLN, mais ignorait où ces suspects se trouvent désormais. Le 3e jour d'incarcération, on lui administre ce qu'on appelle le supplice de la baignoire. Les soldats lui tiennent à la tête sous l'eau jusqu'à ce qu'elle avoue avoir déposé une bombe dans la cafétéria de l'université. Comme ses prosecuteurs continuent de la torturer, elle confesse d'autres crimes aussi. Elle acquiesce simplement à tout, ce qui a pour effet d'exaspérer plus encore ses tortionnaires. Il l'amène alors dans une autre pièce, la tâche nue,
sur un fauteuil de dentiste et la bâillonne. Puis il crache de la bière sur sa poitrine et tente de fixer des électrodes sur sa peau mouillée. Le retourne enfin sur le ventre et enforce une brosse à dents et des bouteilles de bière vides dans son vagin. Elle s'évanouit dans une mare de sang. C'est grâce au travail minutieux et scientifique de Gisèle Halimi qu'on sait tous ces détails. Sollicitée par Jamila Boupacha, Gisèle Halimi accepte de venir la rencontrer. Les deux femmes passent plusieurs jours ensemble afin que Gisèle Halimi puisse apprendre toute l'histoire des sévices subis par Jamila. Halimi propose alors d'assister dans un procès contre les soldats français et commence ainsi une plainte formelle. Le viol n'étant pas considéré comme un crime à l'époque, la condamnation des parachutistes est problématique. Les experts médicaux qui ont examiné la victime ont menti sur son état et, en raison du tabou qui entoure le viol et la sexualité féminine, le médecin hésite fortement à spécifier la nature exacte du délit. L'expert médical, trop embarrassé pour examiner les parties génitales de Jamila, déclare seulement qu'elle souffre des troubles menstruels. Parce que ce cas de torture a inclus le viol, Jamila, comme bien d'autres Algériennes qui en ont été elles aussi victimes, se confie à Gisèle Halimi. Pouvoir lui parler ouvertement de la perte de leur virginité, un tabou dans la société musulmane, soulage ces jeunes femmes humiliées. À Jamila qui lui dit, je cite, « Tu crois qu'un homme voudra de moi s'il a buté m'abîmer? Chez nous, c'est différent que de chez vous. La jeune fille, il faut qu'elle soit vierge. » Gisèle Halimi fait observer qu'elle est une héroïne du FLN, une militante nationaliste qui, à la faveur d'une, je cite, une lutte politique, avait amputé d'une certaine manière. Elle aurait pu perdre une jambe ou un bras. Mais si l'avocate s'emploie à minimiser l'impact du crime sexuel pour réconforter la victime, elle sait qu'il est crucial, si elle veut arriver à faire reconnaître que les exactions militaires sont un crime, de révéler au public ce qui est arrivé à Jamila Boupacha dans les murs de la prison en Alger. Et je vais continuer un petit peu. Sur ses motifs, sur ses motivations et est-ce qu'ils étaient juifs ou pas. Elle a expliqué plus tard sur les motifs premiers de son radicalisme. La France de mes 18 ans, je l'ai dit, m'a contrainte à quelques révisions déchirantes. Ma sotte idéalisation à partir de Molière ou des humanistes m'avait caché les lois d'Arin de pouvoir, de la discrimination. Je me sentis divisée depuis mes déboires antisémites. Elle cherche à créer sa France afin de surmonter son malaise. Son combat pour Jamila trouve sa source dans sa foi dans la justice et sa conviction d'être en mesure de restaurer les valeurs d'une France déchue, motivation qu'elle partage avec Pierre Vidal-Naquet. Elle lutte pour que la France soit pour tout le monde, chrétiens, musulmans, juifs, femmes et hommes. Son rêve d'adolescente était d'utiliser la défense comme un instrument de la civilisation, unir l'humain avec l'humain, quelles que soient les circonstances. Comme Vidal-Naquet, elle se réfère donc à l'expérience passée particulière, mais émotionnellement cohérente des Juifs français, qui les pousse à la résistance, une sorte de personnalité juive, pour reprendre les termes de Laurent Schwartz. Mais la différence entre les deux est que Halimi est poussée vers l'activisme à cause de sa rébellion contre le judaïsme de sa jeunesse, alors que Vidal-Naquet commence à devenir plus consciente de son identité juive et du rôle qu'elle a joué dans son activisme. Et je vais conclure en explorant un petit peu le rôle de témoignage après la Shoah. Le langage de foi, de croyance, ne marche pas de la même façon chez les Juifs.
Nous, on peut parler des Juifs athées, qui sont aussi religieux, ou des Juifs croyants, qui n'observent pas les lois obligatoires. L'acte de témoigner remonte à très loin dans le temps. Témoigner de la violence est quelque chose de sacré. C'est valider sa véracité, c'est raconter une histoire qui est inavouable. C'est redonner aux victimes un sens d'humanité qui leur a été volé. Ça nous permet de voir une vérité supérieure. Surtout après la Shoah, l'acte de témoignage est perçu comme un moyen de réconcilier, de montrer qui a été coupable, complice et d'honorer les morts et les blessés. Même s'ils se considèrent athées, tous les deux font partie d'un acte sacré. Les l'un pour reconstituer les détails de chaque cas criminel viennent du contexte religieux face au déni des autorités. Alors aujourd'hui, je finis par interroger non pas simplement leur activisme, mais aussi leur méthode d'action, d'insister sur la vérité en dépit du fait qu'elle est difficile à entendre. Le compte-rendu détaillé rend la guerre et les expériences des victimes plus valides, plus vraies. Et je finis par remontrer le même tableau de Chagall et cet homme avec les deux visages me rappelle d'une France avec deux visages. Merci.